Alors, quel est le mot qui est ressorti le plus souvent selon toi, Ophélie? Désert. Oui, un désert. Ouais. Et effectivement, c'est ce qui. Bon, pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Alors, effectivement, c'est ce qui revient le plus souvent quand on pense au Maroc, c'est le désert. Or, est-ce que, avant de commencer la conférence, je veux vous dire un peu ce que moi, je vois au Maroc. Je suis allé plusieurs fois quand même. Donc, puis on fera toutes les présentations et tout plus tard. Alors, oui, évidemment, le Maroc, ça évoque le désert, bien sûr. Le Sahara, le plus grand désert, comme vous savez tous, le deuxième plus grand désert au monde, c'est quoi? J'attends les réponses et vous pouvez gagner un prix. Le plus grand désert du monde, le Sahara, bien sûr, mais pour moi, le Maroc, et puis c'est le défi qu'on s'est lancé, Ophélie et moi et toute l'équipe de Caravanier, c'est de vous faire comprendre que le Maroc est d'abord et avant tout un pays de montagne. Un pays de montagne extrêmement impressionnant. Et je pense, et tout le monde que je connais, qui sont venus au Maroc, soit que j'ai guidé ou qui sont allés, à qui je posais la question après, mais il y a des sacrées montagnes à cet endroit-là. Pour se rendre dans le désert, il faut traverser. Vous avez entendu le terme certainement, le haut Atlas, il y a le moyen Atlas, il y a l'anti-Atlas. Mais le Maroc, c'est un superbe pays de montagne. Il n'y a pas de raison qu'on aille. Si je vous demandais le Pérou, vous m'auriez certainement dit que vous pensez aux montagnes. C'est rare. Mais il y a quelqu'un qui a parlé de montagne tout à l'heure. Mais c'est rare qu'on passe au Maroc comme aux montagnes. Il y a le Toubkal qui dépasse quand même 4000 mètres. Donc, c'est des montagnes qui sont de la grandeur des Alpes. Bien sûr, on parle du désert, mais le désert, c'est rempli de subtilités. Hein. Si des fois les gens se disent, des fois on a déjà organisé dans le désert blanc en Égypte, j'ai moins le temps d'y aller, mais un voyage où on marchait pendant 12 jours dans les dunes. Et puis je disais aux gens, vous devez être capable de vous émerveiller de toutes ces petites choses-là. C'est tout sauf emmerdant, les dunes. Quelqu'un qui dirait ah, c'est monotone, c'est toujours la même chose, ben là, ça devient c'est un peu triste, c'est dommage parce que c'est. Là, j'ai mon chien qui m'énerve. Alors c'est moi. Alors, je vous présente mon petit chien de 5 mois qui ne prend pas que je parle à un écran, il ne comprend pas. Fait que dans ce temps-là, il mord les choses et tout. Fait que ça se peut que ça arrive pendant la soirée. Alors, c'est vraiment en direct, je suis désolé. Donc, je vous disais que le Maroc, le désert, c'était plein de subtilités. Et puis, de ce genre de subtilités-là, les petites tentes. Et c'est aussi, pour moi, le Maroc, un endroit avec des formations géologiques extrêmement surprenantes, je vous dirais. Et puis, à certains endroits, comme vous allez le voir un petit peu plus loin dans la conférence, mais c'est un de mes premières photos d'un de mes premiers repérages dans le Sirois, où on arrive devant ces espèces de formations volcaniques-là. Évidemment, on parle de l'érosion à la fois de l'eau et du sable. C'est aussi énormément un pays, c'est un pays où il y a beaucoup de verdure entre les montagnes désertiques. Et puis ces vallées-là reculées et voilà, ici, on a des palmeraies, des dattiers. Donc, vous connaissez évidemment les dattes et les clémentines du Maroc. C'est probablement ce que vous connaîtriez le plus. C'est drôle que personne ne m'a écrit clémentine, d'ailleurs, quand vous répondiez tout à l'heure. Donc, je continue un peu. C'est aussi un pays qui a parmi, je pense, les plus beaux villages du monde, les villages les plus esthétiques partout en montagne. Moi, le pays que je connais le mieux dans le monde, c'est le Népal. Les montagnes au Népal sont hallucinantes, les gens sont fascinants, mais je ne dirais pas que les villages sont particulièrement jolis. Et pourtant, ça pourrait l'être parce que c'est des gens de montagne. Or, au Maroc,
les Berbères particulièrement, parce qu'on parle de deux peuples, les Arabes et les Berbères, mais ont construit des magnifiques villages. Ici, c'est le village de Magdaz, si je me souviens bien. Alors, vous voyez qu'on est dans une espèce d'intégration parfaite entre les montagnes et l'endroit où ils sont. Les couleurs, ça a été nommé tout à l'heure, les couleurs ocre, les couleurs de la terre, en fait, hein? Puis ces espèces de vieilles maisons qui sont des fois pas nécessairement dans un état parfait, mais ça leur donne un charme particulier. Le Maroc, c'est évidemment aussi beaucoup les gens qu'on va croiser, donc les Berbères, nom qui a été donné par les Arabes pour évidemment évoquer le nom barbare. Bon, on s'entend que les envahisseurs dans les pays, et on n'est pas à citer en exemple non plus ici, ben, on a toujours on traite souvent les peuples natifs de façon peu élogieuse. Donc, on va travailler, parce qu'on va être dans les montagnes ou dans le désert avec les gens de la place. Un de nos cuisiniers, Abdallah. Donc, bonhomme fort sympathique. Alors, personne ne l'a mentionné, celui-là. Oui, quelqu'un a mentionné les villes impériales. Bon, dans nos voyages, on va aller dans une seule de ces villes-là. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressantes, mais on juge que, en fait, chez Caravanier, on aime bien visiter les villes en supplément, en complément à la fin, au début d'un voyage, mais ce n'est pas le but principal de nos voyages. Donc, dans tous ces voyages-là, on va visiter Marrakech, qui, je pense, non seulement est la ville la plus intéressante du Maroc, mais est aussi, à mon avis, une des villes les plus intéressantes au monde. Il y a certainement un des plus grands souks, une des plus grandes places publiques, la place Djemma El Fna, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors ça, c'est Disney World pour les adultes, là. Tout se passe là, outre le marché. Ben après, il y a des singes, il y a des serpents, il y a tout. Il y a le plus grand barbecue en plein air à chaque soir qui est monté et démonté. C'est vraiment un endroit, on peut rester. Moi, quand je vais au Maroc, j'arrive quelques jours avant et c'est certain que tous les soirs, je m'en vais sur la place, je m'assois à une terrasse d'un resto, puis je regarde. Alors, ça fait partie du plaisir. Les gens parlaient de campements. Alors, des campements au milieu du désert, cette espèce de grande tranquillité-là. Et puis, les campements, ben, on est dans des endroits, si on parle ici du désert, mais en montagne aussi, en général, le Maroc est un pays très sec. Donc, les campings, même si les températures peuvent descendre la nuit, ben, c'est très confortable parce que ce n'est pas humide. Je n'ai pas dit qu'il ne pleuvait pas au Maroc. Suivez-moi bien parce que ça peut arriver, mais il y a quand même moins de chances qu'il pleuve dans le Sahara que si on va en Patagonie, par exemple. On a certains de nos voyages Dolce Vita, par exemple, qui ont des campements franchement luxueux. On vous en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure. Quelqu'un parlait des épices, des fleurs, des odeurs. Bien sûr, toutes ces subtilités-là au Maroc existent. Et la nourriture. Alors, bien sûr, le plat national, les tagines, mais les tagines, il y a plein de choses. Hein? Donc, oui, poulet, bœuf, chèvre. Et après, ben, ajoutez tous les aromates que vous voulez avec les dattes, avec les citrons et toutes les épices. L'épice la plus célèbre du Maroc, vous savez c'est laquelle? J'imagine que oui. Il y a des gens dans le chat qui répondent encore des choses. Juste un coup d'œil, mais un désert antarctique plus grand que celui arctique et le troisième est le Sahara. Gobi, non. Atlas, ça, non. Il y en a que... Non, le deuxième plus grand désert, c'est le Taklamakan en Chine. Dommage, vous auriez gagné un voyage gratuit au Maroc si quelqu'un l'avait eu. Donc, je reprends ma présentation. C'est une joke que je fais toujours en personne. C'est plus fun parce que là, je vois les gens réagir, mais bon. Donc, on mange très bien. Alors, c'est vraiment les photos prises, c'est les photos que de nourriture de nos cuisiniers. Et là, on est en camping, hein, on est vraiment dans les campements. Alors, et ici, c'est le dîner, hein, donc le midi avec des salades. Le soir, ça va plus être les tagines. Dit nourriture au Maroc, dit évidemment le thé à la menthe, beaucoup trop sucré à mon goût. Mais on peut quand même ajuster la teneur si on veut, bien sûr.
Le Maroc évoque aussi des hébergements fort charmants. J'insiste sur le mot charme et pas sur le mot luxe, parce que pour moi, le luxe, c'est souvent une espèce de démonstration souvent inutile d'une richesse, alors que le charme, ça démontre le goût des gens. Et puis, on est évidemment plus proche. Le luxe, ça implique beaucoup d'argent, donc ça appartient à des chaînes, alors que le charme des petites auberges, des riads qu'on emploie dans nos voyages, ben on s'assure autant que possible qu'ils appartiennent encore à des Marocains. Je ne pense pas que personne n'a écrit musique. Or, les Berbères aiment beaucoup faire de la musique. Et puis, c'est pas, moi, je ne les paye pas, nous, on ne les paye pas, on ne rajoute pas un 100 € par voyage en disant vous allez chanter, c'est quand même naturel. Ce qui veut dire aussi que ça se peut que des fois, on tombe sur un groupe qui aime moins ça que d'autres, mais des fois, il y en a qui c'est presque trop parce que c'est à tous les soirs et tout, mais bon, ça fait quand même partie du charme. Il dit, bon, désert, forêt et tout, il y a évidemment les couchers de soleil. Et puis des feux qu'on fait quand même, si ce n'est pas à tous les soirs, c'est quand même, pardon, c'est quand même assez souvent. Quelqu'un parlait des ciels étoilés. Eh bien, partout en montagne, mais particulièrement dans le désert, si ça vous intéresse de voir des étoiles, ben c'est certainement un endroit où on dit aux gens, si vous avez à essayer de dormir à la belle étoile, c'est bien là. Oubliez les serpents, les scorpions, tout ça. Ils ne viendront pas vous écœurer pendant la nuit. Et vous ouvrez et vous avez le plus grand spectacle qui soit la voûte étoilée. Ça fait vraiment partie du plaisir du voyage. Et évidemment, pour moi et les gens chez nous dans notre bureau, ben, il faut que le Maroc évoque le mot caravane, qui est à l'origine du nom de la compagnie, Caravanier. Je suis le fondateur de Caravanier et puis quand je cherchais un nom pour l'entreprise, je ne voulais pas un nom qui évoquait la performance. Oui, je faisais beaucoup de montagnes et tout, mais je ne voulais pas que ce soit extrême, je ne voulais pas que ce soit ultime. Je trouve que les termes exploration et tout ça sont un peu galvaudés. De l'exploration, il n'y en a plus tant que ça. Aventure, oui, mais encore, ce n'était pas assez original. Et puis est venue l'idée du mot caravanier. Caravane, c'est un mot persan, donc de l'Iran, de l'Irak, pardon, et qui veut dire un groupe de voyageurs qui sous-entend qu'ils sont réunis pour se protéger. Parce qu'à l'époque, les caravanes, c'était pour transporter du matériel. C'était l'Amazon de l'époque, quand même pas mal plus sympathique. Mais comme ils transportaient des richesses, bien, ils se faisaient attaquer. Alors, la meilleure façon de ne pas se faire attaquer, c'est d'être en groupe. Alors, les caravanes, à l'époque, elles pouvaient être des milliers de personnes, ça pouvait s'étendre sur des dizaines de kilomètres. Évidemment, on n'a pas des si gros groupes que ça, mais le Maroc, pour moi et pour l'équipe de chez Caravanier, ça évoque les 20 ans où on a fait une grande méhari. On est parti, on avait quelque chose comme 110 personnes plus des voyageurs. Après, on avait 50, 60 personnes, l'équipe locale, donc des guides, des cuisiniers. On avait 2 boulangers à temps plein qui pétrissaient 100 kilos de farine par jour pour faire du pain. Et on avait invité, sur la photo ici, vous voyez les gens du bureau, on avait fermé le bureau pendant 2 semaines, et vous avez sur la photo des gens du Népal, de l'Équateur, du Pérou, de la Tanzanie, de la Crète. Donc, on a invité à nos frais, bien sûr, les gens avec qui on travaille depuis de nombreuses années à travers le monde. C'était quelque chose de magique. Et puis moi, avant de commencer plus formellement la conférence, mais c'est quand même commencé, la photo n'est pas très bonne, mais pour moi, elle est très évocatrice. Ici, il y a Babou et Tendi, les 2 Sherpas avec qui je travaille depuis plus de 20 ans au Népal. Et il y a une dame en bas à gauche qui a l'air de trouver ma photo très drôle. Après le voyage dans le désert, je les ai amenés sur le bord de la mer à Essaouira et ils n'avaient évidemment jamais vu la mer. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu expliquer, parce qu'il fallait tenir compte des marées. Et Babou, qui est celui à droite avec l'écharpe blanche, c'est quelqu'un de supérieurement intelligent. Il parle 7 langues notamment.
Tendi, qui est mon partenaire en montagne, lui, il n'est pas allé à l'école, il ne sait pas vraiment lire, mais je voulais expliquer les marées. Donc, c'est une notion quand même assez abstraite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné dans le sable la Terre, le Soleil et la Lune. Et puis, j'ai voulu expliquer les marées. Évidemment, Tendi, je pense que Tendi, c'était quelque chose de pas mal compliqué, mais Babou, qui est ce bonhomme-là avec qui même je joue au golf à Katmandou, moi qui ne joue jamais au golf, ben Babou m'a regardé avec un air interrogateur. Il m'a dit, attends un peu, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Alors, ça vous dit un peu, les gens avec qui on travaille, des fois, ils ont des cultures complètement différentes. Ici, évidemment, ce n'est pas une question de culture, c'est une question de connaissance. Mais Babou a été moine pendant 15 ans et il était très haut gradé. Malheureusement pour lui, il trouvait que les femmes étaient trop belles, donc il a lâché les monastères et tout. Mais sur le bord de la mer, avec ces deux bonhommes-là, je lui ai appris que le Soleil, que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Alors, le Maroc, pour moi, ça évoque tout ça. Et donc, ça m'amène sur parler un petit peu de Caravanier, parce que parmi les 75 qui sont là, mais les quelques 100 personnes, parce que les gens vont recevoir l'enregistrement de la conférence, Caravanier est né en 1998, donc ça fera 25 ans l'an prochain. Et après plusieurs appellations, on a décidé que Caravanier s'appellerait Voyager et Agir. On a longtemps pensé que Caravanier, s'il y a des gens qui nous connaissent, qui nous connaissaient depuis un bout, ben, on était extrême, qu'on faisait des voyages dans la montagne, de l'alpinisme, du froid. C'est vrai qu'on fait ça, mais on fait beaucoup d'autres choses et en fait plus de choses qui sont très accessibles que des choses qui sont inaccessibles. On n'arrête pas de faire des voyages en Crète, c'est quand même super le fun. Hier, on a lancé un voyage au Japon, un nouveau voyage. Alors, tout en hébergement, pas de camping, rien. Donc, on a quand même beaucoup de voyages. L'équipe de Caravanier, c'est une dizaine de personnes au bureau, 2-3 chiens, dont 2 qui sont ici avec moi présentement, qui sont quand même seuls, finalement, pour l'instant. On parle de 10-15 guides, c'est-à-dire, je vous parlerai pas de chaque membre de l'équipe, mais c'est juste pour vous dire que Caravanier, c'est comme à la fois une petite compagnie, ce qui vous assure donc que quand vous allez appeler, vous allez parler à des gens qui vont vraiment sur le terrain, non pas des gens qui ont été formés, puis il n'y a pas de hiérarchie et tout, quelqu'un qui conçoit, quelqu'un qui vend, puis bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens vont sur le terrain. Plusieurs des gens qui sont au bureau sont aussi des guides. Alors, vous n'êtes pas loin du terrain. Mais c'est quand même une entreprise assez grande pour nous permettre d'avoir un chiffre d'affaires et donc des revenus assez intéressants pour avoir de l'ambition puis offrir quand même plusieurs dizaines de voyages à travers le monde puis offrir des choses audacieuses. C'est une taille d'équipe que j'aime beaucoup. Alors, donc, si vous appelez pour le Maroc, sachez que vous allez parler à Ophélie. Et Ophélie, c'est plus qu'une voix, c'est la petite vignette qui bouge ici et qui trouve ça très drôle. Puis c'est pas moi qui ai mis cette diapo-là, c'est elle, mais bon. Alors, c'est vraiment notre spécialiste du Maroc. Elle connaît le détail des circuits mieux que moi, c'est-à-dire que, et puis ce soir, je vais sûrement faire appel à elle. Moi, j'ai fait le repérage de la plupart des voyages qui sont là, mais des fois, ça fait longtemps. Puis les voyages ont évolué, donc le nombre de jours de trek et tout. Fait que moi, je suis là pour vous parler de l'ambiance. C'est pas du tout mon plus beau sourire, mais je trouvais que la photo était sympathique avec les gens de l'équipe locale, Lassène, Mohamed et Khalifa, qui sont 3 des guides avec qui on travaille là-bas. Alors là, il essaie de m'expliquer que non, on n'était pas vraiment perdus. Ah, quel mot galvaudé, éthique. Tout le monde, toutes les entreprises de n'importe quelle nature qu'elles soient ont tous une éthique. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai, mais c'est très facile de le mettre sur un site Internet et de dire, tiens, nous, on ne prend pas de bouteilles de plastique dans nos voyages. Ça ne fait vraiment pas une grosse différence. Nous, on suggère aux gens d'aller payer le carbone. Ben oui, comme si les gens le font, c'est connu que ça ne marche pas. Sachez que dans chacun des voyages que vous achetez avec nous, vous allez compenser complètement votre empreinte carbone.
c'est-à-dire que 95 du carbone que vous émettez, c'est l'avion. Donc, il va avoir un don fait à Planétaire. Pour le Maroc, c'est de l'ordre de 50 $. Donc, ce n'est pas un montant négligeable, mais c'est quand même pas gigantesque. Nous, on se dit que si vous êtes capable de payer 2, 3, 4 000 $ pour des voyages, vous êtes capable de faire un effort et payer 50 $ de plus pour ça. Ce à quoi on ajoute 1 % du chiffre d'affaires qu'on redonne aussi à d'autres organismes pour essayer de sauver cette si belle planète. Et bien, avec tout ça, on a fait, outre les classiques planter des arbres, on fait quand même beaucoup plus de choses que ça, mais on a aussi construit une école au Népal, un centre parasismique après le tremblement de terre. Alors, on est quand même très impliqué dans beaucoup d'endroits. On fait très attention avec qui on travaille. Les gens avec qui on travaille au Maroc sont très sensibles à toutes ces choses-là et ils font aussi partie du 1 % pour la planète. Ne vous inquiétez pas, je vais vous parler de chacun des voyages tout de suite après ça. Juste un petit mot, vous allez recevoir un lien après la conférence demain ou après-demain et vous allez être sollicité si ça vous tente de nous donner un petit coup de main. Depuis 2 ans, ce n'est pas facile pour les agences de voyage comme nous autres, évidemment, mais on a l'aide du gouvernement et on a réussi à offrir des voyages au Québec qui ont fait en sorte qu'on survit très bien. Et on va passer à travers, j'espère, la crise qui se termine. D'ailleurs, on peut certainement espérer présentement. Mais ce n'est pas le cas de plusieurs de nos équipes locales. Et puis, on ne va pas retourner partout dans ces pays-là tout de suite. J'espère qu'on va pouvoir retourner un peu partout d'ici la fin de l'année. Mais ils n'ont pas du tout le système social que nous, on a. Donc, je vais juste démarrer mon chronomètre pour ne pas prendre trop de temps. Alors, si vous voulez faire un don, il y aura un lien, ce serait très apprécié. Alors, chez nous, le Maroc après la pandémie, en fait, on s'est dit que ça allait durer 3-4 semaines au mois de mars 2020. Fait que dans ces 3-4 semaines-là, on s'est dit, hey, on a le temps de faire plein de choses qu'on n'a jamais le temps de faire. Finalement, 2 ans après, on n'a pas fini encore tout ce qu'on était supposé faire dans ces 3-4 semaines-là parce qu'on était occupé à faire plein de choses. Mais une chose qu'on s'est dit, c'est qu'on allait mieux voyager. Et tous les itinéraires du Maroc, je dis bien tous les itinéraires du Maroc, donc s'il y en a qui regardaient ça depuis longtemps, sachez qu'ils ont tous été retravaillés. Les voyages sont plus longs. Sur le site, vous allez encore voir des voyages de 10 jours, mais d'ici pas très longtemps, ça va se rendre à 14 jours. Moi, ce que je vous présente ce soir, c'est ça. Les voyages sont plus longs. Pour des raisons écologiques que vous savez, on a adopté la politique que si on prend l'avion, on part pour 2 semaines. Ce serait très dommage d'ailleurs, parce qu'avant ça, ça marchait super bien nos voyages. On avait des voyages de 9-10 jours au Maroc. Évidemment, ils étaient moins chers, ça marchait bien. C'est un peu con d'arrêter de faire ça, mais c'est un choix quand même. Ce qu'on se dit, c'est tant qu'à prendre l'avion, traverser l'Atlantique, c'est pas rien, bien, prenez 3-4 jours de plus et partez 2 semaines. 99% des voyages dans cette région-là commencent en ville. Les gens arrivent à l'aéroport de Marrakech, s'en vont à Marrakech, qui est un choc. Je vous ai dit, pour moi, c'est une des villes les plus fascinantes, mais ce n'est pas nécessairement une ville qu'on apprivoise facilement si on n'est pas habitué à faire ce genre de voyage-là. Donc, on va garder Marrakech pour la fin et on va aller en riad. Je vous explique ce que c'est un riad dans quelques secondes. Et donc, au début, bien, les gens vont atterrir au milieu de la journée, vers midi environ. C'est les vols qu'on prend en général. Et puis, on va faire 1 heure, 1 heure et demie de transport maximum et on va se retrouver en campagne. Et oui, je vous montre ça après. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'après cette conférence-là, le but, je vais essayer ce soir, dans la demi-heure ou le 40 minutes qui reste, parce que là, je vous ai évoqué toutes les ambiances. J'espère qu'après la conférence, vous allez être capable de vous poser des meilleures questions, de poser des meilleures questions quand vous allez appeler Ophélie, ou ça se peut que ce soit moi qui vous parle ou quelqu'un d'autre, mais il y a des bonnes chances que ce soit Ophélie. Donc, vous soyez capable de poser des meilleures questions. Je ne vous cache pas en vous parlant de tous les voyages que je vais, parce que je ne suis pas le genre à faire un itinéraire et tout ça. J'ai fait tous les voyages sauf 2, même si j'ai marché un peu dans la région, fait que je ferai peut-être appel à Ophélie pour vous les expliquer. Donc, ça se peut que vous soyez un peu plus mélangés et que ça vous force à nous appeler.
Et ça fait bien notre affaire parce qu'on pense qu'un voyage, c'est d'abord humain. Et puis, oui, c'est bien de se donner une idée sur Internet, mais vous devriez parler à des gens. On ne fait que des voyages de randonnée, donc des voyages qui impliquent un effort physique. Et pour ça, je pense que vous devez vous évaluer comme il faut, mais vous devez poser des questions aussi. On a des voyages très faciles, puis on a des voyages quand même assez exigeants quand on fait l'ascension du Umgun à presque 4000 mètres. Puis, je dis tout le temps au guide, si vous revenez d'un voyage puis que vous n'êtes pas certain que les gens n'auraient pas pu le faire par eux-mêmes, mais c'est que le voyage n'est pas bon. Donc, il faut le changer. Je ne veux pas compliquer les choses pour compliquer les choses, mais je veux. Ma pire remarque que quelqu'un reviendrait dire j'ai fait un super beau voyage, mais j'aurais pu le faire moi-même. Évidemment, vous faites à Marrakech vous-même. J'espère vous convaincre ce soir que les voyages qu'on fait, bien, on les a travaillés énormément et vous ne les retrouverez pas tels quels dans d'autres agences. Et le fait que ça dure 14 jours, bien, on en est très content. Donc, je vous disais que le voyage commence. On atterrit à Marrakech et on fait 1 heure et demie de route et on se retrouve dans dans une belle auberge, un gîte, perdu en nature, un éco-gîte. Alors, votre première nuit, imaginez, vous partez le soir du Québec. Ça se peut que ce soit entre novembre et mars, donc il y a de la neige, et que vous atterrissez, vous volez pendant la nuit, que vous sortez le matin à l'aéroport et que le soir d'après, vous êtes dans un environnement comme ça. C'est un peu, en tout cas, c'est ce que moi j'aime quand je voyage. On fait la même chose au Pérou. On ne commence pas par Cusco, on s'en va dans un petit village, on a notre petit gîte et le voyage commence comme ça. Et le voyage se finit invariablement par Marrakech, où là, où on va dans un riad, c'est-à-dire au centre de la vieille ville, où les autos ne sont pas admises. Donc, c'est une espèce de labyrinthe pour se rendre. Vous allez vous perdre. C'est un des plaisirs de se perdre dans le souk, dans la vieille ville de Marrakech. Il faut se perdre. Si vous ne vous perdez pas, c'est que vous utilisez votre téléphone et c'est une très mauvaise idée. Donc, perdez-vous. On va vous aller vous reconduire quand même. Et puis, donc, tous les voyages se terminent par un fort joli riad, qui étaient les maisons nobles à l'époque, qui sont maintenant souvent des auberges pour les touristes. Alors, on y va. Oui, vas-y, Ophélie. Ouais, bah, il y a une question de Dominique que justement je trouve pertinente, puis on pourrait peut-être y répondre en live. Dominique demande pourquoi ne pas commencer par Marrakech? Il me semble que passer par la grande cité d'un pays est la base pour découvrir la culture. Non, mais ça peut être le cas. Marrakech est Marrakech, en fait, Marrakech, c'est un peu une claque d'en face, je dirais. Il y a la ville moderne autour, hein, c'est une grosse ville. Il y a la ville moderne et c'est très pratique, la ville moderne, pour l'épicerie, pour l'hôtel et tout ça. Et nous, on tenait vraiment à être au centre de la vieille ville. Et pour apprivoiser tout ça, je pense qu'il faut le faire un peu plus tranquillement. Et les gens vont comprendre beaucoup mieux Marrakech après être allés et avoir passé du temps avec nos équipes locales qui vont vous parler de la culture. C'est un choix. Je sais qu'il y a des gens qui vont arriver avant en voyage, pas de problème. Vous pouvez aller à Marrakech. C'est une ville qui se découvre bien tout seul. Il y a des guides de Marrakech, j'entends des êtres humains qui font visiter. Il y en a, malheureusement, je vous dirais, il y en a une bonne partie qui ne sont pas très bons. Il y en a qui sont bons aussi, mais il y a une espèce de système de rotation qui fait en sorte que c'est difficile d'avoir toujours les mêmes. Mais bref, c'est un choix de commencer comme ça. Puis c'est franchement bien apprécié. Donc, d'autres questions pour tout de suite, Ophélie, ou on continue? On continue. OK. Alors, je vous parle de quelques voyages essentiellement toute l'année, sauf l'été, parce qu'il ferait trop chaud dans ces endroits-là. Le premier, Crocus mordicus, je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est. Alors, le Crocus mordicus, c'est ça. Vous savez ce que c'est? Oui, bien sûr. Cette épice-là, vous connaissez. On dit que c'est une des épices les plus chères du monde. Alors, c'est le safran. Ici au Québec, on a le safran des neiges. Hein, vous connaissez l'espèce de hibou blanc. Là, ben là-bas, le hibou, il est mauve. Fait que ça donne ça. Ophélie, je te fais honte un peu. Là. C'est quoi? Là? Tu connais pas, Ophélie, le safran des neiges, non?
Ah, c'est très beau à voir. OK. Donc, alors, dans cette région-là, c'est la richesse principale dans la région du Sirois, c'est le safran. Souvent, c'est les femmes qui vont extraire, c'est le pistil hein, qui donne l'épice. On part pour un trek on part de 15-16 jours pour ce voyage-là. On va vraiment être dans un voyage je vous dirais, de moyenne montagne. Aussitôt qu'on parle de montagne, on parle de température plus exigeante. Donc, on n'est pas, il ferait quand même trop chaud pour y aller l'été, mais on y va dans les périodes, on n'irait pas l'hiver complètement, mais on y va comme on n'y va pas l'hiver, hein, Ophélie, genre décembre, non, hein. Donc, c'est vraiment printemps-automne. Ouais, ouais, OK. c'est deux périodes. Donc, cet endroit-là, tantôt, j'avais montré cette photo-là, je vous montrais, c'est vraiment un des endroits où il y a des formations géologiques. C'est volcanique. C'est vraiment des formations géologiques complètement flyées. Puis vous devinez avec la végétation, les arbres que vous voyez là, qu'on n'est pas en haute altitude. C'était un des endroits où j'ai fait le repérage la première fois que je suis allé au Maroc. Et j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais évidemment je m'attendais à voir le désert, comme tout le monde. Je m'attendais à voir des montagnes. J'ai été impressionné par les sommets enneigés, mais je ne m'attendais pas à voir des montagnes de ce type-là. Et puis, je vous parlais tout à l'heure des villages qu'on va croiser. Donc, dans tous les circuits, on va toujours passer par des villages et c'est plusieurs fois par jour souvent. Donc, évidemment, ça implique qu'on rencontre des gens et ça fait partie du voyage. Il y a beaucoup d'ethnies. Évidemment, il y a les Berbères, hein, si je pourrais. Il y a plusieurs grandes familles hein, parmi les Touaregs, les Berbères. Si on va plus à l'est du côté de l'Égypte et de la Libye, on va parler des Bédouins. Après, on va parler des Berbères, la grande famille des Touaregs. Des fois, on entend l'expression les hommes bleus du désert, les hommes bleus du désert. Pourquoi? Parce qu'ils portent ces grandes espèces de tuniques-là qui sont souvent bleues et qui déteignent sur leur peau et leur peau devient bleue. Et c'est pour ça qu'on les appelle les hommes bleus du désert. Donc, je vous disais tout à l'heure que ça se peut que vous soyez un peu plus mêlés encore, parce que ce soir, j'ai plusieurs circuits à vous parler, puis je voulais surtout vous évoquer les ambiances. Alors, Sirois, fait que je n'ai pas plus qu'une dizaine d'images par circuit. Évidemment, il y aura des questions tout au long. Vous pouvez poser vos questions, hein, puis Ophélie va juger si elle m'interrompt ou si on les fait à la fin. Des fois, elle peut répondre directement ou je réponds à tout le monde. La vallée des Roses. Donc, le Sirois, on parle d'un circuit de niveau 2. Donc, c'est des bonnes marches quand même. Un circuit de niveau 2, on parle de 5-6 heures de marche par jour avec des dénivelés intéressantes. Importantes peut-être une journée ou deux, mais en général, pas trop. On voulait des circuits plus faciles aussi, donc on en a deux. La vallée des Roses et la piste des 1000 Casbah, qui se font en basse altitude. Et donc, ils se font très bien l'hiver. Mais la vallée des Roses, l'idée d'aller à cet endroit-là, c'est d'aller pendant la floraison. Et ça, c'est vraiment pendant le printemps, notamment, où on va aller dans des vallées extrêmement verdoyantes. Qui dit verdoyante, il faut qu'il y ait de l'eau. S'il faut de l'eau, souvent, il faut les traverser à gué. L'eau est quand même chaude. Vous allez passer dans beaucoup de villages, moins que dans le voyage qui va suivre. Mais vous allez voir beaucoup de ces casbahs-là. Donc, c'est des espèces de seigneurs de la région à l'époque qui se construisaient. C'était la version des châteaux hein, pour les Marocains. Donc, vous voyez ici un peu quand je vous parle des fleurs qu'on va croiser en chemin et pourquoi on choisit cette période-là pour y aller. Encore une fois, on est dans les villages, les tons d'ocre. Et puis, ces maisons-là, évidemment, en plein été, il fait très chaud, mais ils sont confortables puisque c'est de la terre avec de la paille, donc c'est un excellent isolant. Vous savez, c'est quoi le plus grand danger pour ces villages-là au niveau des intempéries? C'est la pluie, bien sûr. Et malheureusement, avec les changements climatiques, il y en a de plus en plus. Mais l'eau, c'est quand même utile. Alors, des jolis ponts quand même à traverser. Hein? Ben oui, des fois, il faut faire ça. Mais au pire, si on tombe dans la rivière, ça ne fait pas si grave que ça.
Donc, après quelques jours de marche, 5-6 jours de marche, ajouter Marrakech et tout ça pour faire un voyage de 14 jours, on va, avant d'aller à Marrakech, on va faire un transport qui va quand même prendre quelques heures pour se rendre, à mon avis, à un des endroits très intéressants du Maroc, qui est complètement différent, c'est Essaouira. Donc, on est sur le bord de la mer, ville-forteresse qui a été construite en partie par les Français, mais qui est extrêmement marocaine dans ses murs. Et c'est vraiment l'endroit où il fait bon vivre. L'Atlantique à cet endroit-là, l'eau n'est pas chaude, elle n'est pas trop froide non plus, mais il y a toujours un petit air du large qui est rafraîchi. Et c'est une ville franchement très plaisante. J'étais allé souvent au Maroc, puis à chaque fois, je me disais, ah bon, Essaouira, la plage et tout ça. Non, la plage, c'est Agadir. Essaouira, c'est la portion intéressante, historique, et c'est pas là que les touristes vont trop. C'est vraiment une belle extension de 3 jours où on va faire une belle marche pour arriver à Essaouira. As-tu quelque chose à ajouter sur la vallée des Roses, Ophélie? Le confort, peut-être? Ah oui, dis-nous. Oui, bah, c'est un des voyages au Maroc qui fait partie des plus confortables, en tout cas sans aucune nuit en camping. On dort vraiment dans des hébergements très confortables entre gîtes, auberges, casbah, etc. Donc on va visiter plusieurs hébergements, donc de village en village, et c'est ça. Il y a juste une nuit qu'on passe donc en gîte chez l'habitant, qui est peut-être un petit peu plus rustique que les autres, mais sinon le confort est très bon sur ce voyage. Merci. La piste aux 1000 Casbah. Je ne pense pas qu'il y en ait 1000, mais quand même, il y en avait pas mal. Alors là, l'idée de ce voyage-là a une connotation historique plus forte. On est encore dans un circuit de niveau 1, tu me corriges, mais on est à niveau 1, la vallée des Roses et les 1000 Casbah. Donc, vous devinez, là, je ne sais pas si c'est évident, mais vous ne portez jamais vos bagages, hein. Les bagages sont toujours portés par des mules. Donc, vous avez un petit sac de jour et comme il fait chaud, ben, vous n'avez pas un gros sac de jour. Alors, 1 litre d'eau, un petit chandail, et puis voilà, on ne porte même pas notre lunch. Les cuisiniers vont nous faire le lunch en chemin. Alors, on marche légèrement. C'est des sentiers qui relient les villages. Donc, ce sont de beaux sentiers empruntés par des animaux de bas comme les mules, comme ça, depuis des centaines, voire des milliers d'années. Donc, ça fait des beaux sentiers, c'est dégagé. Alors, c'est des circuits très raisonnables, sans trop de dénivelé. Ce qui n'empêche pas quand même que ce soit des endroits extrêmement spectaculaires avec des paysages qu'on voit pas tellement ici. Donc, je vous disais qu'on relie plein de petits villages. Alors, c'est encore une fois, c'est 2-3 villages à chaque jour. Vous voyez comment c'est tellement parfaitement intégré. Ce sont des exemples d'urbanisme, si on peut dire, parfait. Et puis, tu sais, c'est d'une simplicité enfantine parce que moi, à un moment donné, j'ai posé la question, comment vous faites? Ben, il n'était pas, savait pas trop comment répondre parce qu'il dit, ben, c'est sûr que ça s'intègre bien. On prend les roches le plus proche possible de la maison. Donc, les roches ont la même couleur que la terre. Alors, ça ne peut pas faire autrement qu'être bien agencé. Alors, là, c'est laquelle? C'est-tu Aïd Benadou c'est les grandes casbahs connues. Puis vous voyez peut-être en haut, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais c'est rempli de nids de cigognes. Donc, là-bas, c'est les bébés, ils reçoivent comme ça. Fait qu'il y en a plein partout. Désolé, Ophélie. Elle est bonne. Alors, la piste aux 1000 Casbah, tu as quelque chose à ajouter, Ophélie? Ça te termine aussi. Oui, bah, Vas-y. il y a une question de Marie-Ève qui demande justement, ça représente quoi le niveau 1 sur nos voyages en termes de durée, d'effort? Bonne question. Chez Caravani, on n'a fait que des voyages de randonnée ou de kayak ou de ski, mais on ne fait pas des voyages. Il y a une grosse différence entre faire un voyage de randonnée et un voyage dans lequel il y a des randonnées. On s'adresse à des marcheurs et donc, par définition, à des gens qui, vous allez peu prendre de transport. Tu sais, sur un voyage de 2 semaines, vous allez faire un transfert au début, un transfert peut-être au milieu,
puis un autre à la fin, mais pas plus que ça. On essaie d'éviter, comme la peste, le plus possible les transports. On ne le fait pas pour des raisons écologiques. Bien sûr, on le fait aussi pour ça, mais l'idée, c'est pour faire une vraie immersion puis bien comprendre un pays, il faut y aller lentement. Et je prends toujours l'exemple, moi j'habite dans un petit village en Estrie, et puis un peu touristique, en fait très touristique, Sutton. Et puis je suis à l'écart du village quand même, mais quand je vois un autobus arriver, même si c'était un minibus de 15 personnes, je ne souris pas. C'est bon, OK, ça fait vivre les brasseries et tout ça. Mais quand je vois 10 personnes marcher en montagne en arrière de chez moi, je suis content de les voir. Je vais leur parler. Mais c'est la même chose là-bas. Fait que, il peut y avoir des voyages, il y a plein d'agences qui font des bons voyages où vous êtes en minibus et vous allez voir des choses, disons, exotiques. C'est un mot que j'aime pas nécessairement. Mais ce n'est pas vrai que vous avez la même expérience que de partir à pied. Et partir à pied ne veut pas dire, dans notre cas, faire 2-3 heures de marche par jour. Vous allez marcher d'un endroit à l'autre. Alors, ça veut dire quoi, niveau 1? Ça veut dire 4-5 heures de marche par jour, météo clémente. Et souvent, ou presque tout le temps, il n'y aura pas de camping. Donc, c'est ce qui explique un petit peu le niveau de ces deux voyages-là. Bien expliqué, Ophélie, ça va? Oui, Ouais, parfait. ça m'a pris 24 ans à être capable d'expliquer ça. OK, on continue. Oui, cette photo-là, je l'ai mise, mais je la trouve magnifique, là, des espèces de portails d'entrée. Les portes, moi, j'ai rapporté chez nous des serrures du Maroc. Je trouve ça magnifique. J'ai rapporté plein de choses. Le voyage se termine aussi. C'est les mêmes 3 jours là, à Essaouira parce que ça vaut la peine d'aller. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Celui-là, c'est un nouveau voyage, mais en fait, ce n'est pas tant un nouveau voyage, c'est plus qu'on a combiné 2 voyages pour en faire un de 16 jours, c'est ça, Philly? Je ne me souviens pas trop, là, mais bon, 15-16 jours, 14, je ne me souviens 14 pas. jours. Ouais, 14 jours pour 14. celui-là. OK. Donc, c'est vraiment un voyage des montagnes, départ des montagnes, et on va se rendre jusqu'aux dunes. Si je vous explique un peu la géologie du Maroc, vous avez Marrakech, la plaine, vous avez Essaouira sur le bord de la mer. On s'en va tranquillement vers le haut Atlas. On va franchir un col, le Tizi Antishka, une route magnifique, c'est spectaculaire. On va redescendre de l'autre côté et on va arriver dans d'autres massifs de montagnes comme le Siroua et le Saro. Et si on continue, on va arriver dans le désert. Les nomades, parce qu'il y a encore pas mal de nomades au Maroc, vont se promener entre le désert et l'Atlas avec leurs troupeaux pour être l'hiver dans les montagnes et l'été, ils s'en vont avec leurs troupeaux dans le désert. Mais entre les deux, donc au printemps et à l'automne, ils sont entre les deux massifs et ils sont dans le Sahara. Et c'est facile de les voir à cet endroit-là. Donc, c'est un voyage où on va vraiment croiser des nomades. Ou, par définition, je ne sais pas trop, mais on va en croiser. Et comme vous voyez, c'est un endroit avec, encore une fois, une formation géologique très particulière, parce que là, on n'est pas avec le soulèvement des plaques tectoniques comme c'est le cas de l'Atlas. L'érosion fait partie, est beaucoup plus importante à cet endroit-là. Bon, évidemment, c'est un campement nomade, évidemment, avec son pain. Alors, c'est fait de façon très, très ancestrale. Il n'y a pas de village à cet endroit-là en tant que tel. Il n'y a que des espèces de bergeries. Donc, ces endroits-là où les nomades, quand ils passent par le Sahara, ils vont rester là. Petite anecdote, au mois de septembre 2001, donc vous vous souvenez ce qui est arrivé le 11 septembre 2001, moi, j'avais un groupe là une semaine après. Évidemment, ça a été annulé, mais comme j'avais mon billet d'avion, je suis allé quand même. Fait que j'en ai profité. En fait, on devait guider ailleurs. Je n'étais jamais allé dans le Sahara. Fait que je me suis dit, tiens, on va aller faire un tour dans le Sahara. Il n'y aura pas beaucoup de touristes. Anyway, il n'y aurait pas eu beaucoup de touristes parce qu'il n'y a toujours pas beaucoup de touristes à cet endroit-là. Mais les gens que j'ai croisés là-bas, quand je leur demandais ce qui passait du 11 septembre 2001, ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Je trouvais ça rassurant. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des téléphones cellulaires et tout, mais je ne suis pas certain qu'ils sauraient encore s'il se passait quelque chose de cette ampleur-là. Donc, quelques jours de marche dans les montagnes. Magnifique climat
très, très sympathique, pas capricieux. On est dans des montagnes, on est presque dans le désert, fait qu'il fait soleil, peu de précipitations comme vous pouvez voir. Il y a un peu de verdure, mais pas tant que ça. On croise des nomades très colorés. Et puis, on s'en va tranquillement vers le désert. Ça, la photo, vous voyez que c'est un peu flou parce que je me souviens d'avoir pris cette photo-là et c'est une diapo que j'ai scannée, donc ça fait une vingtaine d'années au moins. Mais les tentes des nomades qui sont tressées vraiment avec la peau des chèvres, avec le poil des chèvres. Et puis, il y a vraiment un tissage particulier qui fait en sorte que ces tentes-là sont quand même résistantes à l'eau. Je ne vous dis pas qu'ils sont imperméables en cas de déluge, mais il y a rarement des déluges. Donc, tu es à l'intérieur, puis s'il pleut, ben, tu n'es pas mouillant dedans. Juste un petit clin d'œil sur ceux qui portent nos bagages, donc les mules. Effectivement, des mules, c'est très fort, sont chargés, il ne faut pas exagérer, ils n'ont quand même pas 120 kilos sur le dos, mais c'est très drôle parce que chargés avec les matelas de sol par-dessus et tout, ça donne quand même un look intéressant. Donc, les campements un peu plus en montagne. Et tranquillement, on va redescendre et on va se rendre dans le Dra. Et là, on va être pleinement dans le désert et on change d'équipe locale. Donc, ce n'est plus des muletiers, ce sont des chameliers. Et même si c'est des dromadaires, on les appelle des chameliers, allez savoir pourquoi. Les chameaux, il y en a seulement en Mongolie, en Asie, donc les chameaux de Bactriane. Sinon, c'est des dromadaires. Et puis, donc, les dromadaires, comme ça, vont stocker l'eau et la nourriture, mais beaucoup l'eau dans leur bosse. Donc, après avoir fait une longue méharée, normalement, la bosse est plus petite parce qu'ils vont avoir transformé le gras de la bosse en humidité, en eau. Fait qu'ils peuvent aller jusqu'à 3 semaines sans boire d'eau, mais il faut qu'ils mangent à tous les jours, par contre. Donc, c'est vraiment un animal fascinant, très adapté au désert. Et puis, un désert, ce n'est pas que des dunes de sable. Hein. Vous voyez ici un espèce d'oasis. Hein. Un oasis, il peut avoir plusieurs définitions. Mais un oasis, ce n'est pas deux palmiers avec un hamac. Hein. Je ne veux pas vous décevoir, mais par définition, un oasis, ça doit soutenir la vie. Donc, il faut qu'il y ait vraiment, il faut qu'il y ait des animaux, il y a un village, donc il y a des dattiers, des palmiers. Et puis, fait que ça a quand même assez d'ampleur. Fait qu'on devine qu'il y a des nappes phréatiques qui ne sont pas très abondantes, mais ça nous permet quand même de trouver l'eau. Alors, les petits campements le soir avec les tentes communes, là, on n'a pas monté les tentes individuelles encore. On choisit toujours des endroits magnifiques, bien sûr. Et donc, vous êtes passé dans ce voyage-là des montagnes du Sahara aux dunes du Sahara. Et puis, bien évidemment, là, vous devinez que les photos ont été prises au coucher de soleil. Pierre-Emmanuel Chaillon, qui est un ami personnel, mais un ami de la compagnie aussi, là, qui nous a accompagnés là. Fait que oui, c'est des photos professionnelles, mais ça vous donne quand même une idée de l'ambiance du Dra. Et c'est un endroit, hein, il y a beaucoup de gens qui vont dans le désert au Maroc, à Zagora, et qui font toute la même ride dans le désert, un après-midi, une journée, une nuit dans le désert. On s'éloigne beaucoup de cette... il y a beaucoup je vais employer le terme de merde touristique au Maroc. Là. C'est extrêmement important le tourisme, mais il y a beaucoup de choses de mauvaise qualité. Et donc, il faut chercher pour avoir de la bonne qualité. Je vous avais parlé, on a vu cette photo-là tout à l'heure, mais c'est deux de nos guides, hein, Mohamed et Khalifa. L'Atlas en été. Tantôt, je vous disais que pour moi, le Maroc, c'était d'abord, je ne dirais pas avant tout, mais presque. D'abord et avant tout, un pays de montagne. Et on a un sacré beau circuit l'été, parce que l'été, ça nous permet, on peut aller au Maroc l'été parce qu'on est en montagne et donc on est en altitude, souvent au-dessus de 2000 mètres, donc les températures sont très correctes. Il peut rester de la neige en été. Moi, j'ai déjà été pris dans une tempête de neige sur un plateau avant l'ascension du Mgoun au mois d'août, donc une solide tempête de neige. Donc, ça fait partie du plaisir des montagnes. Alors là, on part d'un trek de niveau 3. On part pendant 2 semaines. Le voyage dure 2 semaines. Le trek, c'est 11 jours.
Là, vous avez fort probablement un petit sondage qui est apparu devant vous. Il y a des questions. Il y a 4 questions. Fait que c'est très, très rapide à répondre. Vous pouvez le faire. Moi, je vais juste le réduire comme ça. Donc, vous voyez un petit peu ici les gorges. Donc, on s'en va dans des montagnes. On est vraiment dans le haut Atlas. Donc, on s'en va dans des montagnes que je qualifierais de plus dramatiques qui vont nous challenger beaucoup plus. Ce qui n'exclut pas qu'on passe dans plein de magnifiques vallées verdoyantes. Un niveau 3, c'est des 6-7 heures de marche par jour avec les meilleurs dénivelés et où l'altitude devient un facteur. Dans ce cas-ci, évidemment, il y a les campements aussi. Bon, les campements sont encore très confortables. On mange très bien. Vous ne faites pas la vaisselle et tout. Fait que c'est du camping de luxe. Hein? Je vous défie de refaire ça au Québec quand vous allez revenir. Donc, quand je vous parlais des campements confortables et du genre de paysages qu'on va croiser, pour monter tranquillement en altitude, parce qu'on ne va pas aller, le sommet d'Umgun, le plus haut sommet du Maroc, c'est le Toubkal, qui est très, vous devinez, convoité parce que c'est le plus haut sommet. Mais quand on est assez, je vous dirais, stratégique pour choisir le deuxième sommet, qui, soit dit en passant, est plus beau, et il est loin, il faut marcher plusieurs jours pour le rejoindre, bien, essentiellement, il n'y a personne ou très peu de gens. Encore une fois, on croise des villages. Et puis, tranquillement, le paysage va devenir de plus en plus lunaire parce qu'on monte en altitude. C'est là que j'ai frappé une bonne tempête de neige. Les couleurs sont, encore une fois, il y a ces contrastes-là entre l'ocre, l'espèce de vert et le gris. Et on monte, ben oui, cette photo, j'aurais dû, on est plus bas en montagne, bon, il y a des rivières à traverser. On monte, on mange bien sûr encore tout aussi bien. Et on va arriver pendant une grosse journée et demie marcher sur les crêtes. Et là, les paysages sont spectaculaires et vous voyez le sommet du Umgun, qui est la petite pointe qui est là en avant. Ça peut sembler impressionnant, mais l'arête est large en masse. Il n'y a aucun danger, aucun problème à faire ça. Et on peut même la redescendre en courant. Ces espèces de pierriers, là, tu sais, que ça glisse. On a bien du fun à descendre, donc on redescend ça de l'autre côté. Et puis, la surprise, c'est que là, le lendemain, on va marcher une journée complète ou presque dans une rivière. On va remonter une rivière. On a de l'eau un petit peu en haut des chevilles, mais c'est une bonne journée parce que comme on a le courant contre nous, bien, il faut travailler. Mais c'est le chemin le plus court. Quand on a mal aux pieds, l'eau est fraîche, hein, fait que c'est super le fun parce que les pieds vont désenfler. Et c'est une belle journée de marche dans la rivière. On pourrait même appeler ça du canyoning parce qu'on passe dans un canyon. C'est la rivière. Ça fait longtemps que je suis allé. En tout cas, ça m'échappe, mais bon. Il y a des questions, Ophélie, est-ce qu'il y a des questions que je pourrais répondre maintenant? Ben, il y a Marie-Claude qui demande si on fait le Toubkal. Si on fait le Toubkal, on ne le fait pas, en tout cas pas cette année. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas remettre tous les voyages à l'horaire cette année à cause de ce que vous savez. Et puis, c'est certain qu'il va y avoir une espèce de congestion dans les endroits. Quand on va pouvoir recommencer à voyager, pour vrai, en fait, on peut y aller maintenant. Là, nous, on a un groupe. Ah oui, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, Ophélie. Le groupe, Oui. le voyage du Saro au Dra, là, donc des volcans au désert, du 27 mars. 27 mars, donc dans Ouais. un mois et demi, est confirmé. On a assez de gens. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'ajouter, vous avez encore le temps. Et je vous dirais, si vous pouvez le faire, profitez-en avant que. Oups, parce que là, à un moment donné, il va recommencer à avoir une congestion parce que là, tout le monde à travers la planète se retenait de voyager depuis 2 mois et là, ils vont recommencer à y aller. Donc, c'est le temps d'y aller si ça vous tente. Je disais, ah oui, donc on posait la question pour le Toubkal, pas cette année, mais ça vaudrait la peine qu'on se parle. Puis la région du Haut-Atlas, de l'Umgun, est certainement une région beaucoup moins touristique, plus intéressante, mais plus complexe à rejoindre, justement parce que l'Umgun, qui est le deuxième sommet, qui fait 4000 mètres aussi, là.
et plus loin. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de monde, mais il est aussi beau que le Toubkal. Mais vous ne pourrez pas dire que vous avez atteint le plus haut sommet du Maroc. On l'a sur un itinéraire, mais pas cette année. Donc, on redescend. Et puis, le voyage se termine dans les vertes vallées. Et puis, ben voilà, c'était donc le voyage le plus montagne et le plus engagé qu'on a au Maroc cette année. On s'en va dans un autre registre tout à fait et voyage qu'on a mis en ligne 3 jours avant la pandémie. Voyage que j'avais fait le repérage peut-être l'année avant, quelque chose comme ça. Et là, je voulais vraiment avoir quelque Ah, je pense qu'on a perdu Richard. Ah, ok. Mince, on a perdu Richard. Ah, ça, il m'écrit, il essaye de revenir. Bah, ça me laisse le temps peut-être pour répondre à quelques questions là, que j'ai vu passer. Attendez, je vais essayer d'ouvrir ça. Moyenne d'âge des participants, ça, je pense que la question se posait pour le Saro. Saro, en tout cas, je crois que la question est arrivée à ce moment-là. Là, actuellement, dans le groupe, je dirais que la moyenne d'âge est entre 40 et 50 ans pour le groupe d'âge. C'est ça, on confirme le groupe. Donc, ah, ça y est. Bon, OK, tout le monde est là. Bon, ouais. On, on se bon, demandait ben, si tu avais payé ton Internet. non, mais vous voulez rire quand même? Mon téléphone vient de m'envoyer un message. J'étais sur les données de mon téléphone. La conférence vient de me coûter 50 pièces. Ah Youpi! non. Puis ça a coupé. Fait que bon, alors, c'est pas grave. Je continue. Alors, je vous disais que c'est un voyage, désolé hein, du contretemps, je vous disais que c'est un voyage qu'on n'avait pas eu le temps de faire, qu'on avait mis en ligne quelques jours avant la pandémie. Mais j'étais allé me promener à cet endroit-là, puis j'étais allé visiter notamment certains hébergements. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un voyage Dolce Vita, on va continuer de faire des bonnes marches 5-6 heures, même on l'a mis niveau 2. Ça veut dire qu'il y a quelques jours à 6 heures, voire 7 heures. Mais au niveau confort, par exemple, on est dans un autre niveau. Confort, nourriture et tout. Encore une fois, je répète, on n'est pas dans le luxe, on est dans le charme. Donc, on est dans les vallées. On est dans les vallées de moyenne altitude, je vous dirais. Et on va voir plusieurs paysages. On va déménager à 3 endroits. Là. Il y a la vallée d'Anergui, il y a la Haie de Bougmez notamment. Je vous dis pas les noms parce que ça ne sert à rien, ça ne vous dira rien. Là, mais donc, on est au cœur du pays nomade. Là, on me dit que ma connexion Internet est instable. J'espère que vous m'entendez quand même, que ça ne recommencera pas. Encore une On fois, t'entend, on mais est t'es un gelé. peu. Ah oui, OK. Bon. On est, ben, moi, c'est pas grave, mais si vous avez les images, c'est ça qui est important. Donc, on va varier les ambiances de marche, toujours dans l'idée où vous revenez le soir et où on met un accent plus particulier sur les hébergements. Quand je vous parle des hébergements, ici, c'est le gîte de La Seine à Anergui. Et toujours des gîtes aussi où on fait attention que les gîtes sont dans les petits villages, qu'on emploie des équipes locales. Et pour moi, j'ai passé 5-6 jours à cet endroit-là. La Seine, c'est quelqu'un que je connais bien et puis qui me disait qu'il venait de construire un gîte et son village est vraiment très, très reculé. Là. C'est le bout de la route. Donc, alors, c'est l'ambiance de ce gîte-là. Ici, on est encore dans le village d'Anergui. On va passer plus de temps aussi à visiter les villages. Il y a ce qu'on appelle un grenier où les gens du village vont, au lieu d'avoir chacun leur endroit pour stocker leur nourriture, le foin, en tout cas toute leur récolte, ben, ils vont louer une pièce dans un grenier commun. Certains sont encore utilisés, d'autres non. Vous voyez la route ici qui serpente là, pour se rendre au village. Comme je vous disais, on est au bout du village. Et puis, on va passer comme 4 jours à cet endroit-là. En fait, et aussi Dolce Vita, ce que ça veut dire, c'est qu'on reste sur place, mais on va faire des randonnées en étoile. Ça nous permet justement de s'installer à un endroit, de profiter du confort. On va monter sur les hauts plateaux. Et là, il y a un campement spécialement installé pour nous autres.
où on va être dans ces yourtes-là. Et là, on est sur le plateau avec vraiment les bergers berbères. Il faut savoir que Lassène, avec qui on travaille, lui, a été un berger jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, c'est encore des membres de sa famille qui sont autour. Mais là, on montre vraiment cette espèce de campement-là qui est quand même luxueux sans être démesuré. Et puis, ben, les gens, ils vont venir nous voir, évidemment, puis ils monter au pied de cet arbre-là. Hein. Fait que c'est quand même magnifique à cet endroit-là. C'est un des beaux endroits où tu dis, OK, on campe ici quelques jours encore, on va marcher sur le plateau autour. C'est magnifique. Donc, vallée encastrée, là, on est rendu dans le coin de Haït-Bougmez, encore une fois, une ambiance un peu différente. Haït-Bougmez vont être un peu plus haut, fait que les soirées vont être un petit peu plus fraîches. On va être content d'avoir un petit feu. Si on est au printemps, ben c'est possible parce qu'on l'offre. On l'offre à quelle période, Ophélie, déjà, ce voyage-là? L'été, en plein L'été, été. OK. Ouais, Bon. idéalement l'été. Fait qu'il n'y aura plus nécessairement autant de neige, mais c'est possible qu'il y en ait encore. Là, présentement, on fait juste un départ, mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'offrira pas à d'autres endroits. Les gorges d'Hadès, alors là, on est exactement au village de la Seine, justement. Encore une fois, moi, je suis toujours fasciné par l'esthétisme de ces voyages-là. Donc, ça, c'est un nouveau voyage. Je n'ai pas tant de photos que ça parce qu'on ne l'a pas fait encore. Je ne veux pas que les gens choisissent Caravanier pour les hébergements parce que les voyages tournent autour. L'activité principale, évidemment, c'est la marche. Donc, la découverte de l'endroit avec les pieds. Mais c'est sûr que dans un voyage comme ça, c'est ce qui explique aussi que le coût est quand même plus élevé pour ce voyage-là que les autres, parce qu'on met un accent particulier sur ces choses-là. Donc, voilà, ça termine ma présentation. Quelle heure il est? 8 heures. Bon, j'espérais faire ça en 1 heure. Je m'en suis tenu pas mal à ça. Est-ce qu'il y a des questions, Ophélie? Il y avait 75 personnes, il en reste 72. Pas Ouais. trop sont tombés au combat, c'est bon signe. C'est pour ça que j'essaie de garder ce cours. En fait, j'espère vraiment que, je vous ai un peu mélangé, c'est-à-dire que si vous aviez une idée, vous vous êtes dit, ben peut-être aller faire de la montagne, le désert. Si je vous résume les circuits, il y a vraiment des circuits qui sont, il y en a un qui est purement montagne, donc l'Umgun, Tessaout et Umgun. Après, il y a des voyages qui mélangent les deux, du Sahara au Dra, donc des volcans jusqu'au Sahara. Vous avez des circuits quand même plus faciles, la Vallée des Roses, les 1000 Casbah, un qui est plus sur la végétation et tout, et l'autre qui a un côté historique un peu plus fort. Et puis, il y a le Sirois, qui est vraiment un circuit que les gens aiment beaucoup dans ces espèces de formations géologiques-là, très étranges, en moyenne montagne. Qui est un niveau 2, donc qui est un peu plus engagé que les Roses et les Casbah, mais quand même très, très, très raisonnable. Donc, il y en a pour tous les goûts, il y en a à toutes les périodes de l'année. Et puis, comme je vous disais, mon but, c'est que vous appeliez, que vous débordiez d'appels que Ophélie ne fournisse pas. Et puis, ben voilà. Et Alors, en Hélène, général, ah, vas-y, Ophélie. non, mais il y a une dernière question qui vient de rentrer. Est-ce qu'il faut craindre les morsures de serpents ou de scorpions? La réponse, c'est clairement non. Vous savez que de loin, le pays le plus dangereux au monde pour ça, c'est l'Australie. Donc, moi, personnellement, au Maroc, je n'ai jamais vu de serpent. J'en ai vu dans les déserts américains, dans les parcs américains, Zion, Bryce et tout ça. Scorpion, ce n'est pas un animal si dangereux, soit dit en passant. Ils sont en dessous des roches, ils sont très peureux. C'est sûr que si vous allez lever des roches, vous mettez votre main en dessous de la roche sans regarder, vous courez un peu après le trouble. Des serpents, il n'y a pas de serpents qui attaquent au Maroc. Il y en a dans d'autres pays. Mais au Maroc, il n'y a pas de serpents qui attaquent. Donc, en général, puis on est un groupe, en fait, toutes les vibrations par terre, c'est pas un problème. Et c'est beaucoup plus, les bébites, là, c'est beaucoup plus dans la jungle. Hein. Mais bon, après avoir été au Maroc, je ne sais pas, moi, 8-9 fois, j'en ai jamais vu. C'est vraiment pas une inquiétude. Et soit dit en passant, j'aime bien mieux voir rencontrer un serpent qu'un ours, qu'il soit noir ou brun.
Le serpent, je fais un détour, c'est pas trop le serpent qui décide, alors que l'ours, en général, c'est lui qui décide. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas fait les convaincus de ne pas avoir peur. Autre question? Ouais, pour Geneviève, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau de la sécurité à une anxieuse? Vous parlez de la sécurité par rapport à quoi, là? C'est par rapport à la COVID? Ça, tu peux glisser un petit mot pour la COVID, assurance, tout ça? Oui, Ophélie, on en est où? on en est où? Donc, c'est ça, le Maroc a rouvert à partir de là, début février ses frontières et ce qui est en date d'aujourd'hui, donc les mesures imposées aux voyageurs pour l'entrée au Maroc, donc un pass vaccinal à jour dans votre pays de résidence. Un test PCR à l'arrivée pour l'instant est toujours de rigueur. Et c'est ça, à l'arrivée au Maroc, normalement, il y a un test aléatoire également. Le retour au Canada, pour l'instant, c'est ça, vous avez certainement vu les dernières nouvelles, mais c'est plus un test PCR obligatoire, ça peut être aussi un test antigénique, donc à faire à destination. Et c'est ça, on a le temps de faire tout ça étant donné qu'on reste à Marrakech 2 nuits en fin de voyage, donc ça, c'est vraiment pas un enjeu sur nos voyages. Les assurances, j'en parle vraiment rapidement, mais ça, n'hésitez pas à nous appeler, là, on pourra vraiment en discuter plus longuement. Vérifiez déjà ce que vous avez. Je sais qu'il y a certains assureurs qui ne se sont pas tous mis à jour pour tout ce qui est en lien avec la Covid. Si jamais vous n'êtes pas couvert suffisamment de votre côté, on offre aussi des assurances plus complètes, en tout cas pour nos voyages. Je parle en même temps que je lis. Je vois qu'il y a plein de questions qui sont rentrées entre-temps. Mais j'en ai ici, Ah, Ophélie. ok. Il y a Gilbert qui dit Ouais. j'ai 70 ans, bientôt 72, il va passer par-dessus 71. Est-il trop tard pour ces treks? Mais pas du tout si vous êtes en forme. Puis il y a des niveaux 1 hein, aussi. Appelez-nous, puis on a on a plein de monde qui ont ces âges-là, qui marchent encore très bien. Après ça, c'est le niveau de confort et tout, mais non, vraiment pas, aucun problème. Euh, As-tu d'autres questions? Je regarde Euh, ça. Y a-t-il des portions de voyage ou entiers où on porte notre sac à dos? Pas au Maroc, non. Euh, en fait, c'est le fun de marcher léger. Puis ce que ça fait aussi, c'est que on emploie une équipe locale. Hein, donc, et l'équipe locale, dans ce cas-ci, c'est les muletiers. Ça fait partie du plaisir le soir parce qu'ils dorment avec nous, hein, sont au campement avec nous. Donc, on peut échanger plus facilement. Assez souvent, ils parlent français aussi. Ils ne parlent pas tous français, les muletiers, parce que c'est vraiment les gens des montagnes. Mais évidemment, nos guides cuisiniers parlent français. Donc, on échange avec eux. C'est vraiment, c'est comme ça que les treks se font au Maroc. Qu'est-ce que vous pourriez dire au niveau de la sécurité à une anxieuse? Je ne sais pas si c'était ça la question. Si après, si euh, votre question, c'est par rapport à la sécurité dans les pays musulmans et tout, le Maroc est vraiment pas un pays extrémiste. Hein. Oui, une fois de temps en temps, on entend quelque chose, il y a une bombe qui saute quelque part, mais pas plus qu'en France. Hein. Euh, donc, c'est pas. Puis Ottawa, ces temps-ci, je dirais pas que c'est comme une super place pour aller se promener. On passe très peu de temps dans les villes, puis c'est certainement pas en campagne qu'il y a un problème. Alors, je vous dirais, nous, on a vraiment, ça fait 20 ans, plus que 20 ans qu'on va au Maroc et jamais eu aucun problème. Il y a quelqu'un qui est gentil ici qui dit j'ai fait le voyage en Crète avec Caravanier, ce fut une expérience magnifique. Merci, c'est gentil. Je suis assez d'accord. J'ai refait ce voyage-là au mois d'octobre. C'est notre premier voyage depuis 2 ans, puis j'étais content. On part tous et toutes sur le même vol pour un même voyage. C'est toi qui fais les vols souvent, Félix, ça Ouais. ressemble à quoi? Pas nécessaire. C'est sûr qu'idéalement, on privilégie le même vol. Si vous voulez partir aux mêmes dates que le groupe, oui, en général, vous avez le même vol. On essaye de vous rassembler pour les transferts à l'arrivée au départ. Mais il n'y a aucune obligation. Si vous voulez partir avant et rester plus longtemps après, c'est tout à fait possible. Donc à ce moment-là, juste à nous le préciser à l'inscription pour les vols. C'est pas un problème. Je pense qu'il y a une autre question. Si on tombe malade sur place, on peut avoir Oui. un transport.
Pour vous rejoindre au gîte suivant. Bon, écoutez, c'est quand on est dans un trek itinérant, on a des mules avec nous. Fait que la façon la plus facile de vous transporter d'un endroit à l'autre, c'est de vous mettre sur une mule ou un dromadaire. Ça peut être très drôle. Après ça, dans les transports, oui, il y aurait moyen. Dans le voyage Dolce Vita, par exemple, comme la plupart du temps, on reste quelques nuits au même endroit, ce n'est pas un problème. Fait que oui, on peut s'arranger. À moins que vous soyez très malade, votre voyage, il ne s'arrêtera pas là. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous ne devriez pas être malade. En général, nos cuisiniers font vraiment attention. Et puis, il n'y a pas tant de gens. Je ne vous dis pas que ce n'est pas possible d'avoir une diarrhée ou l'estomac qui gargouille un peu, mais aussitôt que vous changez de régime alimentaire, c'est normal, là. Ça, j'ai répondu à cette question-là, Félix. Ça représente quoi niveau 1? Oui, j'ai répondu. Un vaccin autre que le COVID. Ben, vous êtes en Afrique, hein, donc oui, certains vaccins, hépatite, typhoïde, fièvre jaune, pas nécessaire. Donc, vaccination de base, tétanos. Ouais. Est-il nécessaire d'utiliser des bâtons de marche? Une bonne idée, oui. Moi, je suis partisan d'apporter des bâtons de marche, mais de ne pas toujours les utiliser. Il y a des endroits où, parce que c'est bien d'apprendre à marcher en équilibre. Et puis, et c'est plus pertinent à certains endroits. Alors, mais oui, on demande aux gens d'en apporter. Ben voilà. Toi, as-tu quelque chose à Parfait. rajouter, Philippe? En fait, rapidement. Excuse-moi, je t'ai oublié. Désolé, les voyages famille. Ouais, en fait, c'est vraiment rapide parce que c'était pas l'objectif de cette conférence. De toute façon, j'aurai l'occasion de faire une conférence spéciale famille. Mais c'est vraiment une superbe destination pour les familles. En tout cas, pensez-y. Moi, j'irai les yeux fermés avec ma famille aussi. Donc, on offre 3 voyages différents au Maroc pour l'instant, en tout cas pour les familles. Il y en a un qui offre justement l'initiation au désert, puis au sud marocain. On se promène dans les palmeraies, etc. Et on en a un autre justement où on va dormir dans un écolodge dans la vallée d'Anergui. Chez notre ami la Seine. Donc, on va vraiment plus dans les montagnes. On est accompagné des mules aussi, donc les enfants, en général, adorent. Et on en a un autre sur la côte atlantique, justement, où on marche sur la côte en direction des Saouira. Donc, 3 voyages très différents, plein de contrastes qu'on peut aussi s'amuser à assembler selon les périodes de l'année. Donc, c'est aussi ouais, très belle destination à envisager justement pour un premier voyage de ce genre, de ce type avec des enfants, même en bas âge. Alors, c'est ça. Ah, 14 jours aussi avec famille. 14 jours, en fait, sur le site, les voyages famille sont de 10 jours. On a préféré les mettre un petit peu plus courts pour les voyages famille, parce que rares sont les familles qui veulent partir trop, trop longtemps en groupe. Mais c'est des voyages il est vraiment très facile d'assembler. Le désert, on peut facilement aller le prolonger avec, par exemple, les Saouira, puis en faire facilement un 15 jours. Donc vraiment, en termes de possibilités, on en a plusieurs. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous le demander là, si vous avez des demandes spécifiques en termes de date, de jour. Ouais, on peut toujours s'arranger. Là. Pour le Maroc, c'est assez facile. Attends, il y a des autres questions, non? Ah non, c'est tout beau. Alors, merci d'avoir assisté à la présentation. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On a plein d'autres conférences dans les prochaines semaines. On a plusieurs nouveaux voyages et puis il y a des circuits, il y a des voyages engagés, plus engagés, montagne et tout ça. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, au plaisir de vous croiser quelque part sur la planète le plus bientôt possible. Merci. Merci tout le monde. Merci Richard. Bye bye.